70 ans, ça se fête. Les festivités de l'anniversaire de la CPS ont débuté ce matin à Nouméa. Il y avait des personnalités du pays et de la région, parmi eux la ministre Annick Girardin. Par la même occasion, la Nouvelle-Calédonie prend la présidence de la 10e conférence de la communauté du Pacifique. Manger bio sans se soucier des insectes et du climat, c'est peut-être possible. En tout cas, c'est l'objectif du CEPAC, du Centre d'études des cultures des arbres du Pacifique, un laboratoire que gère la CPS à Fidji. Nous verrons dans ce journal comment ça se passe dans ce laboratoire. C'est le feuilleton de la semaine. Plus de 62 000 vues pour la vidéo de Kaléidosphère publiée sur Facebook. Elle montre Florinda Nirikani, membre du RIN, le rassemblement indépendantiste et nationaliste, faisant un discours qui a fait réagir les internautes. Plus de 400 commentaires, incitation à la haine. C'est ainsi que l'intervention de Florinda Nirikani a été perçue sur les réseaux sociaux. C'était lors de la manifestation pour l'inscription automatique des Kanaks sur les listes référendaires. Si le RIN s'est expliqué pour réaffirmer son combat en conférence de presse ce matin, Florinda répond ce soir à vos remarques et vos commentaires. Vous l'entendrez dans ce journal, dans votre rubrique Pris dans la toile. Cartographier ou trouver des traces pour prouver que les lieux ont bien été occupés, c'est le travail qu'a mené aujourd'hui les archéologues du pays sur le massif de Bogota à Canala. Si ces recherches sont concluantes, les habitants de Wassé pourraient demander que le site soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous le disais en titre, la CPS fête ses 70 printemps. Les festivités de l'anniversaire de la communauté du Pacifique ont commencé ce matin par la coutume d'accueil, puis l'allocation des officiels du pays comme la région. Parmi les personnalités, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a participé aux premiers échanges de la 10e conférence de la communauté du Pacifique. Au cœur des échanges, partenaires innovants pour le développement durable. Et c'est la Nouvelle-Calédonie cette année qui prend la présidence de cette 10e conférence de la CPS, Lindsay Wamo. Pour ma part, soyez-en sûrs, mesdames et messieurs, je saurai tout au long de ces 2 années m'approprier ce statut de président de la conférence et porter avec engagement et conviction nos projets et nos ambitions. Je vous remercie. Sur ces mots du président du gouvernement, la Nouvelle-Calédonie prend officiellement la présidence de la communauté du Pacifique. Et nos premiers pas dans ces nouvelles responsabilités sont plutôt assez encadrés. Monsieur le Président, pour votre intervention. Je vais donc passer la parole au Premier ministre de Cook Island. Si vous voulez bien, Excellence, nous rejoindre devant les drapeaux pour la photo. Mais un petit moment, le secrétaire général adjoint va vous expliquer le déroulement de la photo. À l'ordre du jour, les partenariats innovants. Et en termes d'innovation, les membres de la CPS vont être servis. Leur tout nouveau partenaire, c'est lui, Yukiya Amano, le directeur de l'AIEA, c'est-à-dire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, vous avez bien entendu, l'énergie atomique, ou nucléaire si vous préférez. Difficile donc de ne pas être tendu devant ce tout nouveau partenaire. Ce qui n'échappe pas au directeur de l'agence qui rassure très vite son public. Les technologies nucléaires peuvent aider dans chacun de ces domaines et je voudrais, si vous le permettez, citer un certain nombre d'exemples pour illustrer mon propos. Des exemples propres à la région. À Fidji, l'agence atomique a aidé à la mise en place d'un laboratoire de suivi environnemental qui a pour objet de contribuer à la protection des ressources côtières. Fidji va également participer à un nouveau projet régional qui aura pour objet d'utiliser de nouvelles techniques nucléaires afin de déterminer si les enfants de moins de 2 ans ont un état nutritionnel suffisamment satisfaisant. Et son discours semble avoir fait mouche. En tout cas, les îles Salomon et Nauru sont toutes oui. Ça, c'est un partenariat intéressant. Je pense qu'il s'agit là de réunir la science, la technologie dans un cadre unique afin de mettre en œuvre notre stratégie pour un développement durable
L'assistance technique était une des préférences que nous avions dans le passé. Aujourd'hui, il s'agit d'aborder quelque chose de nouveau. Et là aussi, c'est une évolution que nous accueillons très favorablement. L'objectif de l'AEA est de promouvoir l'usage pacifique de cette énergie et limiter son usage militaire. Aujourd'hui, sur les 26 membres de la CPS, 9 font partie de l'agence. Suite de notre feuilleton consacré justement à l'anniversaire de la CPS, c'est aussi une opportunité pour nous de s'intéresser à ces projets. Ce soir, nous nous intéressons au CEPAC, le Centre d'études des cultures des arbres du Pacifique. Son laboratoire est basé à Fidji et grâce à cette structure, on pourra peut-être manger bio pendant de longues années sans se soucier des insectes et du climat. Lindsay Wamou. On est d'accord, manger des fruits et des légumes 100% bio sans OGM, c'est l'idéal. Mais en trouver n'est pas une mince affaire, même au pays. Notre climat est si imprévisible et les insectes ravageurs tenaces que le recours aux produits chimiques par les agriculteurs est terriblement tentant. À cette allure, quelle garantie pour nous d'espérer voir dans quelques années sur nos comptoirs des fruits et des légumes bio? À cette question, la communauté du Pacifique répond CEPAC, Centre d'études des cultures et des arbres du Pacifique. Basé à Fidji, à Suva, ce laboratoire est une banque de gènes de plus de 2000 espèces de plants venant de tout le Pacifique. Là-bas, on pratique la culture tissulaire, c'est-à-dire la culture de cellules végétales in vitro. Démarrer la culture de cette manière protège le plan de l'environnement et conserve la plupart des nutriments, mais en même temps, cela nous permet de faire pousser ce pied de taro correctement et le protéger de facteurs qui pourraient retarder sa croissance. Donc, notre travail au CEPAC, nous faisons la même chose pour beaucoup de plantes et nous distribuons encore ces jeunes plants au pays pour partager le matériel végétal. Le CEPAC s'est révélé être un outil bien précieux. Grâce à lui, Fidji a reçu un coup de pouce après le passage du cyclone Winston, ou encore d'autres îles de la Mélanésie, par exemple, ont reçu des tarots résistants à la salinité due par ailleurs au changement climatique. Mais difficile de satisfaire une région avec une géographie aussi importante. Le CEPAC s'est donc fixé aujourd'hui un autre objectif. Au fil du temps, on pense également avoir aussi un système plus décentralisé de mise à disposition de semences. Comme ça, les producteurs en Mélanésie, en Micronésie et ailleurs dans le Pacifique, les producteurs sur place auront eux-mêmes la capacité de gérer leur propre banque de semences et système de propagation. Si l'opération est un succès, peut-être verrons-nous d'ici là s'ouvrir cette caverne d'Alibaba du Pacifique, ici au pays. Et je vous le disais, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, participait ce matin aux premières discussions lors de la 10e conférence de la CPS. Elle s'est ensuite rendue à la caserne Meunier pour participer à la cérémonie de sortie des gendarmes adjoints. Après 9 semaines de formation à Tortuga, ces recrues sont affectées sur l'ensemble du pays. Elle a rencontré ensuite les groupes politiques du Congrès, puis la ministre en charge de la coopération internationale du Pacifique et de l'Australie. En ce moment, elle est au centre culturel Tibaou pour un dîner, pour un cocktail dînatoire. Le Rhin, le rassemblement indépendantiste et nationaliste a dressé le bilan aujourd'hui de la marche pour l'inscription automatique des Kanaks sur les listes référendaires. Organisée mercredi dernier, ces chiffres et ces interventions ont été très commentées sur les réseaux sociaux, notamment ce discours, plus de 62 000 vues. Je vous propose de regarder cet extrait de la vidéo postée par Kaléidosphère. Imaginez-vous en 2018 tous vos assesseurs. Quand ils vont venir le bureau de vote, il y a un de mes frères qui va se révéler parce que pendant 10 ans, il n'aura fait que boire et puis il ne s'est pas soucié de l'avenir de son pays parce qu'il avait trop de problèmes. Il va se réveiller et il va dire punaise, il faut que j'exerce mon droit de voter permanent, il faut que j'aille voter. Et bien il va se rendre au bureau de vote et on va lui dire désolé, vous n'êtes pas inscrit sur la liste spéciale de consultation pour le référendum. Mais vous imaginez le mec qui se réveille et puis qui va se prendre pour Raymond Machereau et puis il va dire mais c'est qui m'interdit de voter pour la
Ces propos pourraient être qualifiés d'une incitation à la haine compte tenu du contexte. Nous l'avons sollicité. Écoutez, elle réagit à quelques commentaires. C'est la rubrique Pris dans la toile. Il n'y a pas un texte de loi qui prévoit de punir ces propos incitant à la haine. Je pense qu'il y a des textes qui prévoient de punir les gens qui incitent à la haine, mais je voudrais dire aux familles qui sont derrière la télévision, qui suivent Calédonia, qui suivent le JT, aux familles, aux amis, à toutes les personnes qui m'écoutent, que je n'ai jamais incité à la haine. Effectivement, les propos que j'ai dit dans tuer les assesseurs, c'est quelque chose que j'ai dit et je l'assume complètement, mais il faut bien que les personnes sachent qu'on a pris juste un extrait de mon discours. L'ignorance, la violence verbale, la haine profonde, le racisme cru, appel au meurtre égale stupidité. Je pense pas que je suis stupide et je le répète encore, j'ai pas appelé à la haine, j'ai pas appelé à la violence verbale profonde, le racisme. Et puis tant qu'à faire le racisme, la base elle est raciste. Hein. Je veux dire que ce soit kanak ou caldoche ou wallisien, dans ce pays, la base elle est raciste, faut pas se voiler la face. Donc l'enjeu c'est bien de dire qu'il faut qu'on soit au-delà de tout ça, il faut qu'on soit aussi qu'on mise sur l'intelligence des individus et puis que cette intelligence des individus elle puisse aussi émerger d'une intelligence collective et être au-delà de tout ça. Mais dire que j'appelle au racisme, c'est pas vrai, j'ai pas appelé au racisme. Et puis rappeler aux gens que nous on a notre travail à faire parce que dans ce pays on est raciste quand même. Ça descend de brousse pour manifester et c'est même pas foutu d'aller s'inscrire dans leur mairie. Arrêtez d'être assistés. Comment allez-vous faire s'il y a l'indépendance? Je pense pas que c'est les gens de brousse qui sont pas inscrits. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas inscrits. Donc nous on redit encore les chiffres, on est entre 20 et 25 000 si c'est pas plus. Donc je comprends le discours arrêter d'être des assistés. Mais moi je dis aussi qu'on a de la pédagogie à faire aussi dans nos mairies et tout partout où on est, même à la maison, parce que des personnes qui vont une première fois, et je parle surtout des jeunes, et je parle de la petite bande par exemple en capuche. Donc quand ils arrivent à la mairie, déjà c'est pas facile de parler, donc du coup s'ils ont des personnes qui les reçoivent et puis qui ne leur donnent pas forcément les bonnes informations, qui les renvoient encore pour faire des papiers, donc c'est quand même un parcours de combattant pour les plus jeunes, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient accompagnés, parce que c'est compliqué l'affaire des listes électorales. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas dans ce pays qu'il y a 3 listes électorales, ne serait-ce que ça. Il y a des gens qui découvrent qu'on est le seul pays au monde à disposer de 3 listes électorales. Donc déjà faire un travail sur ça, ça serait déjà bien. Ça me donne envie de vomir. Comment peut-on tenir des discours comme ça à l'approche du référendum et du vivre ensemble? Mon discours, ce n'était pas un discours de haine, ça je le réaffirme devant tout le monde. Ce n'est pas un discours de haine, ce n'est pas une incitation à la violence. Moi, ce que j'ai envie de dire là, et puis devant ma famille, parce que les personnes qui sont sur Facebook, nous, on est en famille aussi sur Facebook. Moi, il y a mes oncles maternels, il y a mes tontons, il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a mes tantes, il y a ma famille. Voir des propos insultants à mon égard, ça aussi, ça réagit. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que la manipulation médiatique, elle est importante. Et donc, du coup, ce qui amène à ce que chacun vérifie à chaque fois l'information et soit dans une démarche de rechercher, de même me contacter moi-même pour dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Je me ferai un plaisir de répondre. Aujourd'hui se tenait la 23e édition du Salon gastronomique et de l'art de la table. Aujourd'hui, les élèves du CFA du lycée Escoffier présentaient aussi leur savoir-faire. Vous allez voir dans ce reportage, ils présentent un pain un peu particulier. Là, on est en train de préparer des ficelles lardons qui est à base de saucisson de cerf avec du fromage et des achats. Ça, c'est des apprentis deuxième année en CAP. CAP boulanger deuxième année au CFA. On a décidé de recréer une boulangerie en fait dans le salon, une mini boulangerie, pour pouvoir travailler comme dans une vraie boulangerie. Et globalement, les ficelles saucisson de cerf marchent bien. On est en train de diviser en poids égal. Après, on va les laisser reposer, le temps de laisser reposer la pâte. On est en train d'intégrer le saucisson de cerf avec le fromage à l'intérieur de la pâte.
quelque chose qu'on a mis au point l'an dernier. Et comme ça a bien plu au salon l'année dernière, on a décidé de le refaire. Voilà. On a utilisé des produits locaux qui sont plus ou moins dans les mœurs. Hachard de légumes et saucisson de cerf. Avec du fromage râpé, tout ça à l'intérieur d'une baguette de tradition. J'aime le moelleux du pain, j'aime la garniture, c'est goûteux, c'est idéal, c'est superbe. Merci les jeunes. Merci à vous, madame. Voilà un reportage sans commentaire signé Benjamin Louka et ce salon se tiendra jusqu'à dimanche. Direction Canala, les archéologues du pays ont aujourd'hui enregistré des données géographiques sur le massif de Bogota. Les recherches s'effectuent dans la zone A, B et C. Ils prélèvent également des éléments permettant de dater l'occupation des lieux par les hommes. Le projet a commencé en 2014. Il est sur le point de s'achever. Alors comment procèdent les archéologues? Un reportage d'Anissa Toussi. L'autre il est par là. Si tu marches pas dessus là. Le cristal de roche il est là. Là j'ai. Là. Il était ici. Hein. Là j'ai mis ma papa. T'as caché dedans? Oui, voilà. Ah oui. Tu vois ça là, ça n'a rien à faire ici. Ah, parce que ça a été emmené. Les vieux, ouais. Ouais. Ils ont emmené sur leur terrain, quoi, sur la montagne. Ah oui. Ce cristal de roche, ainsi que de nombreux coquillages et fragments de poterie découverts par les archéologues, sont les marqueurs qui permettent de dater l'occupation humaine sur le massif de Bogota. Grâce aux découvertes faites sur cette troisième zone de recherche, la zone C, qui s'étend sur 2 km², les chercheurs pourront compléter et préciser leurs données. Ok, j'attaque d'abord par le cairn, on fera les allées après. Ok, C194 base. L'avantage de la zone C, c'est qu'on a aussi pas mal de coquillages qui sont soit pris dans les cairns ou dans la zone beaucoup plus basse. On a des trocas qui sont en surface. Donc ça nous permet de voir que les sites sont quand même occupés très régulièrement par les groupes. Sachant que le coquillage, lui, il est forcément monté sur la montagne avec l'homme. Donc du coup, voilà, ça nous permet de voir que ces endroits-là, même s'ils sont considérés comme stériles, au fait, c'est des endroits où les gens viennent quand même régulièrement durant leur période d'échange. Et l'avantage de la zone A, les datations qu'on a pu obtenir sur la zone A, nous permet d'avoir, de déterminer justement une période pendant laquelle les personnes viennent sur la montagne. Cette période, il la situe entre 1000 après Jésus-Christ et le début du 19e siècle. Elle coïncide aussi avec la tradition orale transmise par les vieux de la tribu de Wassé située en Contourba. Pour Serge, un habitant de la tribu, il est capital de se réapproprier l'histoire de cet espace et préserver ce patrimoine culturel. Les vieux papas, ils ont toujours défendu la montagne. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais l'objectif maintenant que moi, maintenant, je suis encore vivant sur cette terre, c'est garder l'objectif que les papas, ils ont toujours dit, de ne pas détruire les presqu'îles de Bogota. Quand je dis détruire, c'est par rapport aux mineurs. Qu'eux, ils veulent gagner de l'argent. On détruit tout ce qui se passe devant eux, quoi. Et moi, l'objectif à moi, c'est de garder ça comme il est, quoi. Protéger tous ces endroits que nos ancêtres nous ont laissés. Et pour pouvoir transmettre à nos enfants l'histoire qu'ils ont vécue sur cette montagne. À ce jour, près de 300 cairns ont été répertoriés sur cette zone. Les cairns sont ces tas de pierres de forme pyramidale répandus sur les 3 zones. Les habitants de la tribu de Wassé souhaitent qu'à terme, ces sites soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Fin de ce journal, merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.